Bravo Cécile Belliot, il faut que je vous dise que je devrais demander des droits d'auteur sur ce prix du CODIR activiste, parce que dans le déjeuner de préparation que nous avons eu tous ensemble, tout le monde hésitait entre des qualificatifs, et là je dire en entendant parler effectivement votre équipe, moi j'ai eu le sentiment que activiste vous convenait, et on a tellement une notion souvent un peu péjorative des activistes qui nous gênent dans la vie des affaires, qui nous gênent quand on fait ce genre d'événement. On a souvent des activistes qui débarquent, on ne sait pas comment gérer, etc. Je pense qu'il y en a aussi qui campent dans les partis politiques. Eh bien, d'avoir une chef d'entreprise activiste, c'est magnifique, et c'est une belle réhabilitation de ce formidable qualificatif, parce que ça veut dire que vous bougez. Et donc, bravo d'abord pour ça. Et ma première question, elle est vraiment inspirée par cette présentation qu'avait fait Karina Septis, parce que cette innovation de transformer effectivement un directeur ou une directrice financière en Chief Impact Officer, qu'est-ce que ça veut dire dans la pratique d'un CODIR ? Donc d'abord un énorme merci, parce que ça fait partie du cadeau jusqu'avant Noël qu'on a reçu et on ne s'y attendait pas du tout. Donc un grand merci à tous. Pour rebondir juste sur le mot activiste, alors nous on l'assume mais à 300%, parce qu'en fait on l'a mis au cœur de notre programme de transformation. Et nous, on cherche à ce que l'entreprise soit faite d'activistes. Donc voilà, et on a mis tout un programme de transformation pour que chaque salarié ait cette capacité à être pionnier, à faire bouger évidemment l'entreprise. Mais c'est quoi être activiste ? C'est faire bouger l'écosystème. C'est comme ça en tout cas qu'on l'entend. Et voilà, pour revenir à votre question, elle est au cœur du modèle, et ça a été mis en place il y a déjà 2 ans. C'est-à-dire que la question qu'il y a derrière la création d'un poste de Chief Global Impact ou Chief Performance Officer, la vraie question c'est, moi en fait je suis là pour créer de la valeur, on est tous là pour créer de la valeur, c'est comment définissons-nous la création de valeur ? Comment définissons-nous la performance ? Et nous, on est intimement convaincus que la seule façon de définir la performance, c'est de la définir sur 2 jambes. Et les 2 jambes ont besoin l'une de l'autre. C'est-à-dire qu'on a besoin de performance financière pour pouvoir justement financer, innover sur la dimension extra-financière. Et pourquoi ça a été un vrai moment pivot d'intégrer justement le suivi de la RSE à l'intérieur de ce qui était avant la direction financière. Donc aujourd'hui, il ne s'appelle plus financier parce que factuellement, il ne pilote plus qu'une seule jambe, mais 2. Ça a accéléré de manière massive l'opérationnalisation de l'ensemble de ces KPI RSE. Et ça change tout. Parce que quand, dans toutes les conversations de performance, moi je le dis souvent, je pense sincèrement que mon rôle, c'est de créer les bonnes conversations à l'intérieur de l'entreprise. C'est juste ça. Une entreprise n'est faite que de conversations derrière lesquelles il y a des décisions qui se prennent. Et donc la question, c'est comment on crée le bon contexte. Comment on crée le bon contexte pour qu'on ait les bonnes conversations. Et donc quand on se dit aujourd'hui que dans chaque conversation de performance, donc par exemple, je vais donner un exemple très concret, le KPI le plus simple à suivre, parce qu'il y en a beaucoup et ils ne sont pas tous simples, mais le plus simple à suivre et à financiariser, c'est l'impact climatique. On a toutes les données aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on n'a pas la donnée, on sait aujourd'hui, et nous quand on suit notre impact CO2, on le suit sur l'ensemble de la chaîne. Donc on part bien de l'amont agricole qu'on intègre jusqu'à l'aval, c'est-à-dire jusqu'à ce qui arrive dans vos assiettes. Aujourd'hui, tous les mois, un assistant chef de produit, un directeur d'usine, un patron de pays, en même temps qu'il va recevoir les données de son PNL, il va recevoir son impact CO2. Et il va le recevoir en comprenant du coup quels sont les leviers de cet impact, et puis il va pouvoir le projeter. Donc on peut avoir des conversations tous les mois qui concernent à la fois le PNL et à la fois l'impact CO2. Quand on fait un plan à 5 ans, chaque marque va présenter évidemment sa trajectoire de chiffre d'affaires, va évidemment présenter sa trajectoire d'amélioration du profit, du gross profit, mais chaque marque va présenter les leviers d'amélioration de son impact CO2. Donc on commence à devenir agile sur ces sujets-là,
Je vous mentirais si je vous disais qu'on maîtrise aussi bien la conversation sur le gross profit que la conversation sur le CO2. Ce serait un mensonge puisqu'on vient juste de développer ce type de KPI. Mais ce que je peux partager, c'est que chaque mois, on devient meilleur dans cette conversation-là. Et c'est ça qui change le quotidien et toutes les conversations de l'entreprise. J'adore entendre cette conversation, comme vous dites, parce que la semaine dernière, Challenge a sorti son premier palmarès des entreprises performantes avec 3 critères qui étaient totalement financiers classiques et 3 critères extra-financiers, bien entendu le climat, bien entendu effectivement également la mixité et quelque chose qui pose quelques petits problèmes parce que c'est là-dessus qu'on a le plus de retours, l'équité. On a utilisé le ratio d'équité entre le salaire du principal dirigeant et le salaire médian dans l'entreprise qui est un ratio qui maintenant est dans toutes les entreprises depuis la loi Pacte. Alors, conversation suivante, ou plutôt mot suivant. Vous dites que vous aimez bien l'étymologie du mot bénéfice. Oui. Parce que pour vous, ce n'est pas simplement le profit. Non, parce qu'en fait, on a complètement perverti le sens du mot. Mais quand vous regardez fondamentalement l'étymologie du mot bénéfice, il y a faire le bien. Et donc, c'est le capitalisme tel qu'on le vit aujourd'hui qui a complètement perverti ce sens-là. Et donc, oui, évidemment qu'une entreprise, dans son impact, elle a un impact sur la vie des gens dans l'entreprise, elle a un impact sur la vie des gens hors de l'entreprise qui travaillent avec nous, notre écosystème. Elle a un impact quand on travaille dans l'alimentation. Moi, je ne cesse de dire qu'on ne parle pas assez de la valeur de l'alimentation. Alors aujourd'hui, en plus, on parle que du pouvoir d'achat, donc on ne parle plus que du prix, alors que l'alimentation, ce qu'il y a derrière, c'est la santé des gens. C'est plus du tout à prouver. Le lien entre alimentation et santé, tout le monde le connaît. C'est la santé de la planète, c'est-à-dire que le lien entre alimentation et climat, si demain matin, là dans la salle, si demain matin, vous voulez de manière radicale changer votre impact CO2, vous changez ce que vous mettez dans votre assiette. C'est 1/3 des émissions carbone, l'alimentation, au sens large, c'est plus que l'ensemble des transports réunis. L'alimentation, c'est le problème de la biodiversité. Or, on sait qu'il y a des méthodes agricoles qui permettent d'avoir des sols sains et de la biodiversité. Et là, on va retrouver l'activiste. Racontez-nous, pas simplement l'assiette, mais ce que vous faites avec les agriculteurs, où vous, effectivement, leur demandez de changer ce qu'ont été leurs vieilles habitudes par rapport à ça. Oui, c'est-à-dire qu'il y a toujours 2 façons de voir les choses. L'alimentation, c'est le problème, mais la très bonne nouvelle, c'est que c'est la solution, et que c'est une solution majeure à tous ces sujets-là. Encore une fois, santé, climat, biodiversité, bien-être animal, bien-être de ceux et celles qui nous nourrissent, tout est lié à cette chaîne alimentaire. Et l'agriculture en particulier, quand je regarde moi mon impact climatique, 70% de mon impact CO2, c'est l'amont laitier. Quand je travaille sur mes usines, et pourtant je peux vous garantir qu'on le fait, c'est 3% de mon impact CO2. Rien. Donc si on n'engage pas les conversations avec l'amont laitier, on ne fait pas le travail, on ne fait rien. Et les éleveurs avec qui on a engagé ces conversations-là, c'est-à-dire qu'il y a des modèles qui existent. Un modèle d'agriculture régénérative, on sait que ça existe. Et une agriculture régénérative, c'est quoi? C'est un sol sain. Et quand le sol est sain, la magie de tout ça, c'est qu'il retient du carbone. Donc on a la capacité d'avoir un impact positif sur le carbone. Un sol sain retient l'eau. Un sol sain a besoin de moins d'intrants. Donc la question, c'est comment on les fait pivoter? Ben, vous savez quoi? La seule façon de faire pivoter l'amont, c'est de garantir un revenu décent. Si l'éleveur avec qui vous interagissez, si l'agriculteur ne sait pas ce qu'il va gagner à la fin du mois, vous pouvez lui parler de la fin de la planète, il ne va rien se passer. Donc le premier pas très très audacieux qui a été fait, ça a été de collaborer pour identifier quel était le prix minimum, qui n'était pas un prix de marché, qui était le prix minimum auquel on devait payer le lait et le garantir sur 1 an. Et après, au-dessus de ce prix-là, on a fixé des primes. Des primes pour basculer en lait de pâturage,
Des primes pour basculer en lait non OGM, parce que comme ça, la bonne nouvelle, c'est qu'on ne nourrit pas les vaches avec des tourteaux qui arrivent du Brésil, qui sont directement liés à la déforestation. Tout le monde le sait. Et vous n'imaginez pas à quelle rapidité, en fait, cette transition a été faite. C'est-à-dire, à partir du moment où on a mis ça sur la table, 1 an après, on avait 100% de l'amont en France qui était en lait de pâturage. 18 mois après, on avait 100% de nos fermes qui étaient en lait non OGM. Cette année, on a 100% de nos fermes qui ont fait un bilan carbone. Ils ont tous des trajectoires carbone. Et donc, ça prouve que c'est possible. Ce sont des entrepreneurs. Ils ont tous envie de bien faire. Si on ne commence pas par la valeur des choses, si on ne commence pas par le revenu décent, si on ne revalorise pas l'alimentation, on ne peut pas transitionner aujourd'hui. Marie-Pierre, Philippe, une question? D'abord, bravo, merci. On voit l'activiste qui sommeille en vous et qui, là, se réveille et on s'en réjouit. Nous en avons un petit peu parlé tout à l'heure lors de notre conversation bilatérale. Peut-être revenir sur les enjeux de performance, d'impact et de féminisation. Parce que la féminisation des équipes, c'est pas seulement un principe républicain d'égalité entre les femmes et les hommes, c'est aussi un sujet de performance au pluriel, d'impact. Est-ce que vous pouvez peut-être nous en dire un mot? Quelle est votre vision par rapport à ça? Moi, ce que je dis souvent sur le sujet de la diversité, c'est que c'est comme un peu... je fais un parallèle entre la transformation qu'on met en œuvre pour basculer sur un modèle durable et la transformation qu'on doit mettre en œuvre pour avoir des entreprises vraiment diverses. Vous savez, je pense que ça fait quoi, 15 ans que McKinsey publie chaque année Women's Matter. En fait, vous savez quoi, les datas, on les a. Les datas sur le climat, on les a. On sait tous qu'on a 10 ans pour faire pivoter le système, que sinon on sera tous dans le mur. Tout ça, on le sait. Les leviers, on les connaît. À un moment, c'est une question de sincérité et de courage. Je suis absolument convaincue de ça. Et ça veut dire que, par exemple, moi, pour avoir un CODIR 50-50, j'ai attendu 1 an, et d'ailleurs c'est drôle parce que c'est sa première journée, pour rajouter à ce CODIR une nouvelle femme, pour être vraiment à 50-50, et je ne voulais pas une Française, parce que je considère qu'on est un groupe international, on fait 20% du chiffre d'affaires en France, 80% à l'étranger, donc je voulais commencer à intégrer dans ce comité de direction de la diversité culturelle. Et pourquoi ça a mis 1 an? Parce qu'en fait, j'ai eu plein de profils d'hommes étrangers, super, et à chaque fois je revenais, je dis non, en fait on va faire les deux, vous allez me trouver une femme étrangère. Et donc ça prend du temps, mais quand on a cette intime conviction que c'est la bonne décision pour l'entreprise, on s'organise, le scope de ce COMEX member qui n'était pas là, on se les répartit, chacun a fait sa part, et au final 1 an après, on l'a trouvé. Donc encore une fois j'insiste parce que nous sommes la première génération de leaders à savoir. Moi, je ne reproche rien à ceux qui étaient là il y a 20 ans. Ils ne savaient pas sur le climat. On n'a plus besoin de data pour prouver de l'intérêt d'avoir une équipe diverse. Donc, à un moment, ça viendra de nous, uniquement de nous. Philippe Delpech. Félicitations pour la mise en place de cette vision remarquable. Maintenant, la France est un grand pays d'agriculture, un grand pays de groupes agroalimentaires, même plus gros que vous, souvent dans la presse pour leur vision. Comment vous expliquez que personne ne fait un peu des choses, je dirais, basiques? Parce que, comme vous disiez, les KPI existent. Donc qu'est-ce qui bloque le système, à votre avis? Moi, je pense qu'un des phénomènes qui est très, très bloquant en France, c'est qu'encore une fois, on mélange de sujets et on ne parle d'alimentation que pour parler de prix. Donc, on a fait de l'alimentation une commodité. Et on le voit bien en ce moment dans une période d'hyperinflation. Là, chaque fois qu'on me pose une question, qu'un journaliste me pose une question, c'est quelle va être la prochaine augmentation de prix et comment vont faire les ménages. La réalité, c'est qu'on mélange 2 sujets. Il y a un sujet qui est celui de la précarité alimentaire, sur lequel, vous savez quoi, le gouvernement doit faire de sa part, et moi, je suis prête à faire ma part. C'est pas normal qu'en France, il y ait 10 millions de foyers qui comptent chaque centime,
qu'il y ait des femmes qui rentrent dans un supermarché, parce que je dis femmes parce que c'est souvent des femmes seules avec des enfants, et qui vont compter chaque centime et qui aujourd'hui ne peuvent plus s'offrir ni de la viande, ni du lait, ni des fruits et légumes. Ça, c'est un sujet. Et c'est un sujet parce que l'alimentation, c'est un bien humain. Il n'y a pas de sécurité sociale de l'alimentation. Moi, je ne comprends pas pourquoi. Donc là, il y aurait peut-être des choses à faire et des choses à faire tous ensemble. Il y a tout le reste de la population. Tout le reste. Un Français moyen va dépenser 14% de son revenu pour l'alimentation. 14. À chaque fois, voilà, Netflix vient de passer 30% de tarifs. Ça ne gêne personne. Or, à un moment, si ceux qui ne dépensent que 14% de leur revenu ne réalisent pas que pour avoir une alimentation saine et durable, pour avoir une souveraineté alimentaire où les agriculteurs de ce pays sont décemment rémunérés, il faut passer de 14 à 16 ou 17. Et ça, tout le monde peut le faire. Donc c'est quoi le problème de la France? C'est qu'à force d'avoir alimenté cette conversation permanente sur le prix, à force, je vais vous le dire, quand Leclerc il fait la baguette à 40 centimes, ce que ça met dans la tête des gens, c'est que le travail du céréalier, le travail du boulanger, ça vaut 40 centimes. Et pour tout le monde, ici. Mais ça, en fait, moi, je pense que c'est pas OK. Et qu'il faut obliger à avoir un autre discours, en tout cas conscientiser, peut-être par l'école, peut-être par la cantine, peut-être par ce que vous pouvez faire dans vos cantines. Commencer à conscientiser chacun et chacune sur, voilà quel est l'impact et le vrai rôle et la vraie valeur de l'alimentation. Cécile Parce que Béliot, c'est ça qui bloque la chaîne. j'ai du mal à vous arrêter et ça prouve que vous êtes une bonne activiste. Bravo en tout cas, merci.